Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Est-ce que je la joue trop petit ou trop gros en immobilier? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la notion de proportion, parce que c'est une notion qui est bien souvent oubliée. Et si, je vous l'assure, je suis sûre que parmi vous, vous êtes la plupart à ne pas y réfléchir. Donc, prenez note, vous allez voir, on va discuter ensemble de comment est-ce qu'on va réussir à bien calibrer son projet immobilier grâce à cette fameuse notion de proportion. Parce qu'en effet, réussir à bien estimer l'enveloppe de budget qui soit pertinente par rapport à sa situation, c'est quelque chose de clairement pas évident. Souvent, les gens vont se restreindre à calculer bêtement leur taux d'endettement tout simplement. Je dis bêtement parce que, entre guillemets, c'est la chose la plus, banale que les gens font quand ils se disent « Ah bah tiens, je vais acheter un bien immobilier, ok, c'est quoi mon taux d'endettement ?» Puis voilà, le budget, c'est ça. Mais en fait, c'est simpliste et vraiment trop simpliste. Donc, on va revoir ça ensemble. Comment est-ce que nous, en tout cas, on réfléchit, notamment quand on accompagne les personnes dans notre club des investisseurs sereins, comment est-ce qu'on fait pour réfléchir de façon un peu plus aboutie, un petit peu plus réfléchie sur le budget qui est pertinent. Ok ? Parce que quand on calcule uniquement le taux d'endettement, souvent, en fait, c'est, c'est du détail. D'accord ? C'est du détail, c'est bien. Dans certains cas, c'est la référence. Mais dans nombre de cas, c'est un paramètre parmi d'autres. Et uniquement se focaliser sur ce paramètre, c'est oublier de regarder la vue d'ensemble. Donc, on va voir dans cet épisode la réflexion que moi je me fais à chaque fois que je me lance dans un projet. Que ce soit dans un projet immobilier d'ailleurs ou dans un autre projet, je réfléchis toujours à cette notion de proportion et vous allez voir comment je m'y prends. Quand je dis autre projet, ça peut très bien être en investissement dans, n'importe quoi, de la bourse, des crypto-monnaies, un autre type d'investissement. Je prends toujours en compte cette notion de proportion pour voir si ça vaut la peine ou pas d'être fait par rapport à la situation que j'ai à l'instant T avec Cyril. Donc c'est parti. La première notion de proportion que j'ai envie que vous vous posiez, c'est que on va mettre par rapport au budget, on va se mettre des notions de référence. On va partir du principe que, en général, quand on fait un projet immobilier, on atteint au minimum l'autofinancement. Okay, si jamais vous achetez un bien immobilier à mettre en location, j'espère pour vous que votre minimum à atteindre, c'est l'autofinancement, c'est-à-dire que le locataire rembourse à la fois la mensualité et il paye les charges. Donc vous, normalement, à la fin, vous n'avez rien à mettre de votre poche. Ça, c'est si vous êtes un investisseur de niveau correct. Voilà, tout le monde n'y arrive pas, hein. Ceux qui n'y arrivent pas, je suis désolée pour vous, vous n'êtes pas un investisseur d'un niveau correct. Voilà, vous êtes en dessous, mais c'est comme ça. Et donc, si vous êtes, on va dire, d'un investisseur d'un niveau correct qui écoutez bien assidûment ce podcast, normalement, vous êtes au moins à l'autofinancement. Et bien sûr, évidemment, sans tricher en mettant une tonne d'apport, parce que tout le monde est capable de faire de l'autofinancement en mettant une tonne d'apport. Ça, c'est de la triche, hein, je précise. Bon, voilà. Donc, maintenant que on a cette notion en tête, maintenant, je vais juste vous dire donc que on va faire un calcul très simple. Et c'est comme ça que moi je l'utilise pour réfléchir à la notion de proportion. À chaque fois que je vais investir 100 000 euros, donc 100 000 euros, c'est-à-dire que je vais emprunter 100 000 euros à la banque pour acheter un appartement qui va être autofinancé. Donc autofinancé, ça veut dire qu'il n'y a pas de cash flow. Mais en fait, si je fais un emprunt sur 20 ans, ça veut dire que tous les mois, je vais en moyenne, sur les 20 ans, rembourser 400 euros par mois. Donc, comment est-ce que j'en arrive à cette conclusion ? C'est-à-dire que si vous faites 100 000 euros divisé par 20 ans, vous êtes à 5 000.
Et 5 000 divisé par 12, ça fait 416 €, grosso modo, donc par le nombre de mois. Donc, en moyenne, sur les 20 années qui vont venir, vous allez rembourser 416 € de capital tous les mois, ce qui va correspondre finalement à votre enrichissement, parce que vous n'avez pas de cash flow, vous êtes à cash flow égal à 0 car vous êtes en autofinancement. Donc, vous remboursez ça à la banque et c'est comme ça qu'on peut calculer votre enrichissement. Donc, en partant de là, tous les 100 000 €, vous investis en immobilier à l'autofinancement, vous vous enrichissez de 400 € par mois supplémentaires. Ça, c'est une notion importante. Ok ? C'est la notion de base. Et donc, grâce à cette notion, vous pouvez la multiplier par le montant de votre investissement. Si par exemple, vous êtes à 300 000 € sur un projet immobilier locatif, ça va être 400 fois 3, donc vous allez vous enrichir de 1 200 € par mois. Ce qui commence à être pas mal. Et ça dépend justement de votre niveau de revenu à aujourd'hui. Donc c'est ça que j'ai envie d'introduire. La première réflexion à avoir par rapport à votre budget, c'est par rapport à vos revenus actuels. Est-ce que le budget que vous avez fixé va représenter un enrichissement conséquent ou est-ce que ça va être un enrichissement absolument minime ? Je m'explique. Si par exemple, vous gagnez dans votre foyer, on va dire 5 000 € par mois, d'accord ? 5 000 € par mois, c'est vos revenus de votre conjoint et de vous-même, et vous gagnez 5 000 € par mois tous les mois. Si jamais vous faites un projet immobilier à 100 000 €, ce qui va vous enrichir à 400 € par mois, ça veut dire que vous allez augmenter votre enrichissement mensuel de 5 000 à 5 400. La question, c'est est-ce que c'est intéressant ou pas ? Est-ce que cette proportion vous paraît pertinente ? 400 € par mois, c'est moins de 10%. Donc, c'est sûr que forcément, sur les 5 000 €, vous allez peut-être en général consommer, j'en sais rien, peut-être que vous consommez 4 000 €, que vous arrivez à mettre 1 000 € de côté. Donc, ça va vous permettre de faire un projet à 100 000, d'augmenter de 400 € l'argent que vous mettez de côté. Même si, en effet, il n'est pas liquide, parce que c'est du remboursement de capital d'un bien immobilier. Vous allez donc consommer 4 000 €, vous aurez peut-être 1 000 € que vous arrivez à mettre de côté déjà avec vos revenus, plus 400 € que vous arrivez à mettre de côté indirectement grâce à votre investissement immobilier. Donc, ça se discute, bien sûr ça se discute par rapport à vos ambitions. Moi, typiquement, je sais que si je suis à 5 000 € de revenus par mois, je ne fais pas un projet qui va m'enrichir de 400 € par mois. Je trouve que c'est trop faible. Je trouve que moins de 10%, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je veux dire, par rapport au stress que c'est de lancer un investissement immobilier, l'implication que vous allez avoir le soir, le week-end, etc., surtout au démarrage, en proportion, c'est pas intéressant. C'est pas dingue. Ok ? Ça dépend de vos ambitions. Mais si vous êtes en mode, si vous écoutez ce podcast, j'imagine que vous êtes un peu plus ambitieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va réfléchir, ok, si par exemple je gagne 5 000 € par mois, à partir de combien d'enrichissement ça commence à devenir vraiment sympa ? Moi, j'aurais dit, un budget à 300 000, ça commence à être pas mal parce que ça fait 1 200 € d'enrichissement. Vous passez de 5 000 € à 6 200 € d'enrichissement mensuel. Donc, ça devient intéressant. Parce que là, pour le coup, ça commence à devenir un beau complément d'épargne. C'est-à-dire qu'au lieu d'économiser que 1 000 €, là, vous arriverez à en économiser 2 200 tous les mois. Donc, pour votre retraite, etc., ça commence à devenir vraiment sympa. Donc, ayez toujours cette notion de proportion par rapport à vos revenus. Ok ? Ça, c'est la première réflexion qu'il faut que vous ayez. Évidemment, si par exemple, vous avez plutôt un petit salaire, que vous êtes sur 1 500 ou 2 000 €, dans ce cas, peut-être que déjà 400 € d'augmentation, ça vous paraît déjà pas mal. Donc, ça veut dire que 100 000 €, c'est intéressant pour vous comme budget. Okay, peut-être que vous pouvez aller voir plus, ça, faut voir au cas par cas. Mais c'est juste, c'est un nouvel axe, un nouveau facteur que vous devez prendre en compte dans votre réflexion de budget. Si votre taux d'endettement ne vous permet pas sur le papier de faire plus que 5% d'augmentation de vos revenus, concrètement, c'est que ça va pas. C'est que ça va pas. Je sais pas ce que vous avez comme emprunt, mais en tout cas, moi, je sais même pas si je ferai un projet immobilier, si je peux emprunter 100 000 alors que je gagne 6 000 € par mois. Je le ferai pas. Je le ferai pas. C'est pas intéressant. Donc, et je mets juste un petit bémol d'ailleurs. Ça veut peut-être dire que votre capacité d'endettement,
en réalité, elle est bien plus importante que ce que vous pensez. C'est-à-dire que le simple calcul du taux d'endettement n'est pas suffisant pour définir votre capacité d'endettement. Je le précise comme ça, à bon entendeur. Donc, maintenant qu'on a vu par rapport aux revenus, maintenant on va réfléchir par rapport à un autre axe de réflexion. Le deuxième axe de réflexion, il y en a 3 en tout. Le deuxième axe de réflexion, c'est par rapport à votre patrimoine brut. C'est-à-dire, si jamais, par exemple, vous avez déjà une résidence principale que vous avez achetée, elle a une valeur de 500 000 € aujourd'hui. Et à côté de ça, vous avez également un Pinel que vous avez acheté il y a quelques années, qui a une valeur, on va dire, de 200 000 €. Donc aujourd'hui, vous avez 500 000 € de résidence principale, 200 000 € de Pinel. Donc ça veut dire que votre valeur brute immobilière à aujourd'hui, elle est de 700 000 €. La valeur brute, ça veut dire qu'on ne prend pas en compte les dettes, on prend vraiment juste la valeur sur le papier de votre patrimoine, sans déduire les dettes immobilières. Et donc, dans ce cas, ça veut dire que dans 20 ans, probablement, je ne sais pas quelle est la durée du prêt que vous avez sur ces biens, vous aurez ces 700 000 dans votre poche. Enfin, ces 700 000 €, ils seront remboursés entièrement. Moi, je ne spécule jamais sur l'augmentation des prix de l'immobilier. Pour moi, c'est du bonus, je ne me prends pas la tête là-dessus. Donc, vous avez 700 000 € de patrimoine brut. La question, elle est à nouveau la suivante. Est-ce que ça vaut la peine de se casser la tête à augmenter ce patrimoine brut de 100 000 € alors que vous êtes aujourd'hui à 700 000 ? Pareil, moi, ça ne m'excite pas. Hein. Moi, augmenter de 100 000 alors que j'ai un patrimoine à 700 000, je me dis super. il faut que j'attende 7 ans pour réussir à doubler mon patrimoine en faisant un projet de 100 000 tous les ans. C'est pas possible, c'est trop lent. C'est trop lent, la vie est trop courte pour ça. Donc, réfléchissez, est-ce que par rapport à mon patrimoine brut existant, le projet immobilier que je veux mettre en place, moi j'aurais dit, honnêtement, si ça peut augmenter, allez, minimum, allez, 20 ou 30%, ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal. Bien sûr, si vous n'avez aucun patrimoine immobilier à aujourd'hui, autant vous n'avez pas forcément besoin d'avoir cette notion-là. Mais si vous avez déjà un patrimoine existant, réfléchissez à ça. C'est-à-dire que moi, ce que je peux observer parfois comme aberration, c'est des personnes qui ont une résidence principale qui va valoir 1 million, une résidence secondaire qui vaut 500 000, peut-être 1 ou 2 Pinel qu'ils avaient fait il y a quelques temps, donc ils sont peut-être à 1 900 000 de patrimoine. Et à côté de ça, ils se lancent dans des projets à 300 000 €. Là, j'ai envie de dire, c'est un peu léger, quoi. C'est un peu léger, c'est un peu dommage. C'est beaucoup d'efforts pour, au final, une croissance de patrimoine brut qui est assez faible. Donc, prenez toujours cette considération. Voilà, c'est un autre axe, c'est un autre facteur. Évidemment, il ne faut pas les prendre séparément et que regarder l'un ou l'autre. Regardez-les tous, ok ? Et enfin, le dernier axe de réflexion, c'est par rapport à votre patrimoine net. Donc ça, c'est encore autre chose. Okay, moi, j'utilise donc le patrimoine brut immobilier, c'est-à-dire la valeur de vos biens immobiliers. Maintenant, sans compter les dettes. Et maintenant, l'autre réflexion, c'est par rapport à votre patrimoine net. Le patrimoine net, qu'est-ce que c'est ? C'est si jamais vous vendiez tout ce que vous avez. Alors, également produits financiers inclus, donc que ce soit immobilier, tout. Vous déduisez toutes les dettes que vous avez dessus et vous regardez qu'est-ce qui vous reste à la fin. Ça, c'est votre actif net, c'est-à-dire ce que vous avez vraiment en net. Si jamais vous voulez tout plaquer, vous vendez tout, qu'est-ce que vous avez que sur votre compte en banque à la fin. Et ça, pareil, c'est une notion intéressante. Peut-être que vous avez encore beaucoup de dettes, donc votre actif net, il est encore faible, mais peut-être que vous avez un actif net qui est déjà assez conséquent. Parce que vous avez à la fois peut-être mis beaucoup d'argent de côté, peut-être que vous aviez investi dans les cryptos, peut-être que vous aviez fait quelque chose, j'en sais rien, un achat-revente d'une résidence principale qui fait qu'il vous reste quand même pas mal d'argent de côté. Eh bien, déjà, vous avez votre argent de côté, vos investissements financiers, et que vous avez déjà peut-être remboursé la moitié de votre résidence principale. Donc ça fait que si jamais vous déduisez la valeur brute moins la dette qui reste sur votre résidence principale, ça vous fait déjà peut-être un petit pactole. Donc regardez un petit peu ce pactole que vous avez en actif net. Et pareil, posez-vous la question, est-ce que si je me lance dans ce projet immobilier, on va faire une notion de proportion simple, est-ce que par rapport à mon actif net, ça vaut la peine ? Alors attention, là, la réflexion, elle est plus par rapport à
à ce que... ça fait partie de la réflexion par rapport à ce qu'on peut emprunter. Quelqu'un qui va avoir un actif net très conséquent, c'est-à-dire une résidence principale pas mal remboursée, peut-être un bien déjà remboursé ou partiellement remboursé ou dont le prêt va bientôt terminer, quelqu'un qui a beaucoup d'argent de côté, ça va faire que vous allez pouvoir emprunter bien plus que votre seuil de taux d'endettement classique. Parce que les banques, forcément, elles, ce qu'elles calculent, c'est que si la personne, elle n'arrive plus à rembourser son prêt, est-ce qu'ils peuvent récupérer de l'argent ? Récupérer de l'argent, ça veut dire en saisissant vos biens immobiliers et en saisissant vos comptes, combien est-ce que vous avez sur vos comptes en banque au final si jamais vous remboursez les dettes de tout le monde ? Ça les rassure. Donc, si par exemple, vous avez 100 000 euros d'actifs nets aujourd'hui, parce que vous avez déjà du patrimoine, en fait, vous pouvez aller plus loin qu'un projet à 100 000. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'aurais peut-être donné une notion de proportion, je sais pas. J'ai pas envie parce que c'est tellement du cas par cas que c'est difficile, je trouve, de faire quelque chose de précis par rapport à ça. Mais voilà, par exemple, quelqu'un qui a 100 000 euros d'actifs nets, moi, je dirais... c'est trop difficile en fait. Ça dépend de tellement de facteurs que là, j'ai du mal. Mais en tout cas, en dessous de 200 000 euros, un projet immobilier, j'en vois pas l'intérêt. J'en vois pas l'intérêt parce que vous pouvez largement, même si vous avez un taux d'endettement pourri, normalement, vous pourriez au moins emprunter 200 000 parce que comme vous avez déjà un actif net qui est en place, c'est pas comme quelqu'un qui démarre et qui a pas d'argent de côté en fait. Vous pouvez pas vous comparer. C'est ça le problème du taux d'endettement bête et méchant, c'est que il ne prend pas en compte les éléments que je vous ai mentionnés, notamment ce fameux patrimoine net que vous avez. Donc, si jamais vous avez 0 € de patrimoine net, parce que vous n'avez aucun argent de côté, que vous n'avez encore rien remboursé de vos emprunts immobiliers, dans ce cas, oui, en effet, le taux d'endettement, il est assez pertinent parce que la banque, elle n'a rien pour se sécuriser derrière. Mais si jamais vous avez justement un actif net, d'accord, un patrimoine net assez conséquent, la banque, elle se rassure en voyant ça. Donc, le taux d'endettement est moins important et moins, essentiel parce que vous avez cet actif net qui est là. Donc, utilisez cet actif net comme réflexion. Est-ce que je ne vais pas booster mon enveloppe de budget grâce à cet actif net pour aller chercher un budget plus conséquent et donc un enrichissement plus puissant. Voilà, donc je vais récapituler rapidement cet épisode pour que vous en reteniez l'essentiel. Moi, ce que j'ai envie, c'est que quand vous vous lancez dans un projet, vous ayez cette réflexion globale sur ces différents aspects. Oui, il y a le taux d'endettement, mais pour moi, le taux d'endettement n'est qu'un facteur parmi d'autres. Réfléchissez, est-ce que ça vaut la peine par rapport à votre niveau de revenu actuel ? Est-ce que, donc je vous rappelle, 100 000 euros, c'est 400 € par mois d'enrichissement. Vous êtes dans l'autofinancement, si vous êtes dans l'autofinancement. Deuxièmement, est-ce que c'est pertinent par rapport à votre patrimoine brut ? Je veux dire, si vous avez une résidence principale qui vaut 1 million, même si vous ne l'avez pas encore remboursé, ça n'a aucun sens de partir sur un projet locatif à 200 000. C'est disproportionné, en fait, mais dans le sens où votre résidence principale est bien trop chère par rapport à votre investissement locatif. Donc, soit vous vendez votre résidence principale pour redégager de la capacité d'endettement, ça c'est une autre question. Mais en tous les cas, le 200 000, il est trop petit par rapport au 1 million que vous avez déjà en patrimoine brut. Vous voyez la réflexion ? Troisième axe de réflexion, c'est la fameuse réflexion par rapport à votre actif net. C'est-à-dire que votre actif net va pouvoir booster votre capacité d'endettement bien plus que uniquement en regardant votre taux d'endettement basique. D'accord ? Si vous avez quasiment fini de rembourser, en fait, vous avez une valeur qui est importante et rassurante aux yeux d'une banque et donc elle peut dépasser ce taux d'endettement grâce à cet actif net. Donc prenez ça en compte. Moi, je sais que je ne veux pas faire un investissement immobilier qui n'est pas au moins égal à mon actif net, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on s'enrichit, en fait. C'est une question de vitesse d'enrichissement. Si jamais vous faites des petits trucs à 10%, qui augmentent que de 10% votre enrichissement tous les mois, et que vous faites ça une fois tous les 2 ans, en fait, à ce rythme-là, vous n'allez pas devenir riche, quoi. Vous n'allez pas devenir méga riche. Ça va être vraiment tranquillou pépère. Donc, si vous voulez vraiment donner des coups de boost à votre patrimoine, il faut aller chercher plus que ça.
Voilà, j'espère que cet épisode vous a fait du bien. Je sais que moi, je suis quelqu'un qui aime bien essayer de voir un peu plusieurs paramètres. J'ai du mal à vous faire des règles exactes parce que j'ai pas de cas concrets en face de moi. Mais ça, c'est une réflexion qu'il faudra peut-être que j'ai un jour de faire des cas plus précis, plus concrets. Mais en tout cas, là, ça vous donne déjà une piste de réflexion pour votre situation. Je pense que vous avez compris les grands principes. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée.